Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs. Merci d'être là pour cette 6e et avant-dernière séance de ces discussions, ces débats, ces dialogues organisés entre la science et le sport avant les Jeux olympiques et paralympiques au Collège de France, donc les Jeux au Collège de France. Nous avons déjà, dans les séances précédentes, parlé de migration, de l'économie de la célébrité, de la façon dont on peut écrire aujourd'hui l'histoire des sports et de l'histoire des Jeux olympiques, mais aussi de la façon dont les Jeux et le sport en général changeaient la notion, la façon même de penser la biologie. Enfin, l'avant-dernière séance était consacrée aux concours anciens et aux Jeux nouveaux. Et on a beaucoup appris justement sur les réinventions mythographiques, pourrait-on dire, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, quand les penseurs des Jeux modernes donc, ont puisé dans un réservoir de références antiques pour pouvoir faire ces Jeux à partir de 1894. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un autre domaine qui est un domaine extrêmement intéressant puisque c'est un domaine d'expérimentation, pourrait-on dire. Nous allons coupler économie donc, et droit, économie avec Pierre Rondeau, qui est professeur d'économie à la Sports Management School et directeur de l'Observatoire du sport, et avec quelqu'un que vous connaissez bien ici même, puisqu'elle est professeure de droit international à l'Université de Genève et professeure invitée au Collège de France en 2022-2023. Elle est arbitre auprès du tribunal arbitral du sport et membre de la chambre du tribunal arbitral du sport aux Jeux olympiques de Pyeongchang. C'est ça, en Corée. En 2018, c'est Laurence Boisson de Chazourne. Ces deux disciplines, l'économie et donc le droit, ont donné lieu à des applications spécifiques, à des visions spécifiques justement de ces disciplines, faisant du sport une sorte de terrain d'expérimentation pour le droit et pour l'économie. Et nous allons donc parler justement de ces spécificités pour ces deux disciplines, de la façon dont ces disciplines ont été appliquées au sport. Alors, Laurence Boisson de Chazourne, étant donné que vous travaillez dans le droit international, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que le droit du sport est particulier? Il a été élaboré depuis maintenant la fin du 19e siècle, j'imagine, jusqu'à aujourd'hui, et que dans cette élaboration, eh bien, on a là des expérimentations, des tentatives reprises dans d'autres domaines du droit. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Merci. Alors, la perspective juridique du monde du sport et du monde du droit des Jeux olympiques, elle est particulière. Elle est particulière parce qu'elle ne se situe pas à l'échelon interétatique, classique, et elle ne se situe pas à l'échelon national, dans les ordres juridiques nationaux. C'est ce qu'on pourrait appeler un ordre transnational. C'est un ordre transnational au sein duquel il y a une pluralité d'acteurs, et c'est ça qui en fait l'intérêt. Il y a tout d'abord le comité olympique, qui est un acteur non étatique, mais qui est un acteur de grande importance. Vous avez les fédérations internationales sportives qui jouent un grand rôle. Vous avez les comités olympiques, vous avez les sportifs en très grand nombre, les États, mais vous voyez, les États, ce ne sont que certains acteurs dans cet ordre transnational. Alors on pourra revenir plus tard sur le particularisme de cet ordre international, mais il y a un véritable particularisme. Alors je ne sais plus, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler d'expérimentation, parce qu'il y a maintenant une centaine d'années oui, bien sûr. Ça n'est de plus raffermissement de cet ordre international. Oui, et pour ce qui est de l'économie, Pierre Rondeau, donc vous êtes spécialiste de l'économie du sport. Est-ce que d'une certaine manière, l'arrivée massive, pourrait-on dire, de cet espace, de ce fait social total qu'est le sport dans nos sociétés occidentales, mais maintenant mondialisées, a changé la vision que l'on pouvait avoir de l'économie au fur et à mesure de ce siècle d'expérimentation? En tout cas, il a fait évoluer. Il a fait réfléchir. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cet événement et cette invitation au Collège de France. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, est-ce que le droit a modifié, en tout cas, l'application du droit a bouleversé l'économie du sport et le sport en général, si on le considère comme étant un fait social total? Moi, j'ai envie, pour répondre à votre question, de citer deux exemples historiques qui montre à quel point il y a un lien prégnant entre le droit et le sport, ou l'économie du sport, parce que ça a des conséquences directes sur son économie.
C'est la décision de la Cour suprême de 1922 pour le territoire nord-américain, pour les États-Unis, sur les ligues sportives nord-américaines. Et la Cour suprême a donné comme décision, donc c'est quand même une décision juridique en 1922, que dès lors qu'un marché servait le bien commun, il n'avait pas à respecter les règles de la concurrence. Et cet acte a été accordé aux promoteurs de ligues sportives de baseball nord-américaines pour appliquer dans leur organisation de championnat. Alors, je vais vous mettre, si vous ne le savez pas déjà, la très grande spécificité qu'ont les ligues de sport nord-américaines, c'est qu'il s'agit de ligues fermées, sans relégation, sans promotion. Au-delà de leur fermeture, on a aussi ce qu'on appelle le salary cap, c'est un plafonnement des salaires. On a une luxury tax, c'est une taxe sur le luxe pour tous les clubs qui dépasseraient ce plafond salarial. On a une draft qui organise alors c'est même pas un marché du transfert, des transferts, c'est qui organise les flux des jeunes joueurs vers le championnat professionnel. On a une dotation égalitaire des droits TV. Donc c'est tout l'opposé de ce que sont les ligues sportives européennes. Et ça vient, cette démarcation, cette différenciation, d'une décision juridique de la Cour suprême. On a donné le droit aux promoteurs nord-américains dans un but de lucrativité. Alors pour y revenir, parce que faut bien comprendre la distinction qu'il peut avoir, et ça émane du droit, la distinction qu'il peut avoir entre une ligue sportive nord-américaine et une ligue sportive européenne. Les ligues sportives nord-américaines ont un objectif de lucrativité. Il s'agit de promoteurs qui veulent maximiser leurs revenus. Et pour maximiser ce revenu, il faut assurer du spectacle, il faut assurer de l'intensité compétitive, il faut assurer du challenge, il faut assurer une randomisation du champion, il faut assurer que tous les participants du championnat puissent espérer au moins une fois remporter un titre. Et pour assurer cet équilibre compétitif, qui à terme permet l'intérêt, permet le suspense, permet le challenge, donc permet la visibilité et donc l'attrait du public et donc des revenus financiers. Ce mécanisme d'incitation, ce mécanisme de compétition a été édicté par le droit. La draft, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, la draft qui est organisée sur les championnats nord-américains en basket, en baseball, en foot US, en hockey, la draft, c'est de considérer que les derniers du classement de la saison régulière, imaginez en France, vous avez Clermont, qui est arrivé dernier ou avant-dernier, je ne sais plus en tête le classement des bas de tableau. En tout cas, les derniers en France. En football. Je parle pour le championnat nord-américain, pour la draft. Les derniers sont prioritaires pour la venue des meilleurs joueurs universitaires ou étrangers. Donc les derniers, on va leur accorder le plus de chances possible de pouvoir se reconstruire en prenant les meilleurs jeunes joueurs, les meilleurs joueurs universitaires ou les meilleurs joueurs étrangers pour pouvoir à terme, la saison suivante, tenter de battre les meilleurs qui, eux, étant les meilleurs, pourquoi devrions-nous les aider ? Et dans la mesure où ils sont les meilleurs, je ne vais pas les aider de façon supplémentaire. Ça, c'est la draft et c'est une décision juridique de la Cour suprême. Donc, je monopolise la parole. Mais voilà, vous avez donc cette modification, cette altération du modèle et la création même d'un modèle spécifique sportif qui est l'émanation d'une décision juridique. Et mon deuxième exemple, mais je vais faire beaucoup plus court et on pourrait y revenir, c'est la Super League. La Super League européenne, qui n'a pas vu le jour, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler, ça remonte à 2 ans maintenant. La Super League de football. La Super League de football, pardon. Donc la Super League de football, après la crise du Covid, après la crise économique, après la crise des droits TV qui a eu lieu dans le football, notamment français, dans le football européen, certains clubs prestigieux, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus de Turin, se sont dit autant aller organiser une compétition entre nous. Pourquoi devrions-nous partager ? Pourquoi devrions-nous organiser ? Pourquoi devrions-nous intégrer dans une compétition européenne, dans une compétition continentale, des clubs comme Malmö, des clubs comme le Bate Borisov, des petits clubs qui ne suscitent pas d'enthousiasme, pas d'audience, pas de droits TV, pas de revenus, pas de billetterie. Quitte à vouloir gagner de l'argent, parce qu'ils en ont perdu durant la crise et notamment du Covid, quitte à gagner de l'argent, autant organiser une compétition uniquement avec les meilleurs. Prenons le modèle américain. Notamment, le modèle américain a une justification juridique, décision de la Cour suprême. Donc, les Européens, faisons de la même chose et actons la création d'une entité, d'une compétition, d'un championnat, d'une Super Ligue européenne sur le modèle nord-américain, fermé,
avec uniquement les 20 meilleurs clubs d'Europe. La Juventus, le Barça, le Real, et on avait aussi à l'origine des clubs britanniques et italiens. Les Français et les Allemands s'y étaient opposés. Décision qui a été brisée par l'UEFA. Donc l'UEFA, c'est l'Union européenne de football. C'est la Fédération européenne de football. L'UEFA a interdit cette compétition et vous avez donc une plainte déposée au tribunal de commerce de Madrid, parce que ça émanait du Real Madrid, la volonté de créer la Super League, pour condamner cette sanction de l'UEFA contre les clubs sécessionnistes, on va dire. Et cette plainte qui a été ensuite portée à la Cour de justice de l'Union européenne et qui a donné décision, et là on pourra en reparler parce que c'est une décision assez complexe, c'est qu'il y a 3 articles dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, traité de Lisbonne. L'article 101, 102 et 165. L'article 101 et 102 stipulent la primauté du droit à la concurrence et le strict respect du droit à la concurrence qui devrait donner le droit donc à ce que n'importe qui puisse créer un championnat sans être sanctionné par l'UEFA et il aurait le droit de créer sa compétition sans forcément se porter atteinte à la Ligue des Champions ou à l'UEFA. Donc droit à la concurrence européen, mais complexité juridique, donc j'imagine combat juridique. Article 165 de la spécificité du modèle sportif européen. Et si on a une spécificité du modèle sportif européen, cette spécificité a été actée comme étant un modèle ouvert, relégation, promotion, méritocratique, universaliste, contrairement au modèle américain qui est fermé et non méritocratique, puisque la méritocratie, par définition, c'est je vais récompenser les plus méritants et blâmer les moins méritants. Les Américains, c'est l'inverse, c'est discriminant, on va dire. On va donner aux moins bons et rien donner aux meilleurs. Les Européens, c'est méritocratique et c'est un modèle spécifique. Et donc, cet article donc, du traité de fonctionnement, le 165, interdirait de fait l'existence d'une Super League modèle nord-américain, mais accorderait le droit de créer une compétition privée autonome selon les articles 101 et 102. Voilà, il y a un combat juridique, mais en tout cas, j'ai fait un très long... alors justement, Laurence Boisson-Chazourne, on se dit en tant que... Alors que vous êtes juriste, et effectivement, que vous participez en tant que participant au tribunal arbitral du sport, qu'il y a là quelque chose de très singulier pour le sport. Vous nous avez expliqué cette répartition donc, entre des fédérations internationales, entre un comité international olympique et des États, des clubs évidemment, et des États qui ne sont pas d'une certaine manière primordiaux, alors qu'en droit international, on imagine que cette question de la discussion entre États est quelque chose d'essentiel pour pouvoir établir justement un ordre international de référence. Qu'en est-il et en quoi la place des États dans ce paysage que vous avez décrit tout à l'heure est une place spécifique, particulière, qui fait d'eux des acteurs, peut-être, je ne dirais pas mineurs, mais différents des acteurs privés ou semi-privés qui sont à l'œuvre dans l'ensemble du sport mondial? Merci. Alors, on reviendra sans doute avec M. Rondeau sur les questions de marché et de règles différentes, parce que ça montre bien qu'il y a une pluralité de droits qui trouve application, pluralité de modèles, droit privé, droit public, et qu'il y a des sommes d'argent conséquentes qui sont en jeu. Et ça, je pense que ça sera intéressant de revenir sur cela pour voir comment cela s'est régi, en fait, à l'échelon international. Mais la question que vous posez, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute cette galaxie, cette gouvernance du sport, elle s'est développée sans les États, avec des institutions qui ont été créées, le comité olympique avec Pierre de Coubertin qui a promu cela, et puis ensuite les fédérations. Les États se sont intéressés en droit international à certains aspects des questions du sport, par le biais de conventions interétatiques. Je pense par exemple à toutes les questions de dopage, parce que ça, il y a quelques conventions internationales qui les traitent, mais sous l'impulsion finalement aussi de l'agence de dopage, qui est aussi un acteur particulier. La question de la sécurité dans les stades, etc. On peut voir qu'il y a des conventions au Conseil de l'Europe qui ont été adoptées sur ces questions. Alors, voilà, c'est en marge. Maintenant, je pense, et on pourra revenir sur ça aussi, je pense qu'il y a une perméabilité de plus en plus
pointue qui se fait jour. Les États, de plus en plus, regardent ce qui se passe dans le domaine du sport. Et pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que la société leur demande. La société met des pressions sur le fait qu'il y a nécessité d'avoir un certain ordonnancement, certaines valeurs qui doivent être promues. Je pense à la question des droits de l'homme, par exemple, où véritablement l'on demande que les droits de l'homme, les droits humains soient promus, soient respectés dans le cadre d'organisations sportives, et notamment dans le cadre des Jeux Olympiques. Et puis l'autre pression très forte, c'est la protection de l'environnement. C'est le fait que quand on a des événements sportifs, la protection de l'environnement devrait être assurée. Alors comment le faire? On pourra revenir, parce que là aussi, pluralité d'instruments pour ce faire. Mais on voit bien que quand l'État intervient, il intervient parce que la société lui demande d'intervenir, et donc la société lui demande de porter des valeurs qui doivent se retrouver dans le contexte du droit du sport, dans le contexte de cette galaxie particulière. Et alors, comme c'est une galaxie particulière, ces valeurs internationales universelles vont trouver place de manière particulière aussi. Et c'est ça qui fait tout l'intérêt de cette gouvernance, hein, parce qu'on essaye de trouver, d'ajuster par rapport à ce qui existe. Alors justement, vous nous dites ajuster. C'est très intéressant parce qu'on se dit, voilà, des disciplines qui naissent à la fin du 19e siècle, des disciplines qui, au départ, n'ont pas de règles, qui s'imposent des règles au fur et à mesure, des règles qui peuvent être des règles nationales, mais qui deviennent parfois des règles internationales, justement en raison de ces créations de fédérations internationales ou du comité international olympique qui donne des règles. Et progressivement, on dit comment tout cela, en matière juridique, peut-il s'être ajusté et s'ajuster encore en temps réel, pourrait-on dire, avec les nouveaux problèmes qui sont posés, Laurence Boisson de Chazourne? Alors, la question, par exemple, la question des droits fondamentaux, il y a une montée en puissance. C'est pas que les Jeux Olympiques qui la soulèvent. Je pense que toutes les championnats de football, etc., ce qui s'est passé au Qatar, ça a appelé la population mondiale à s'interroger sur cela. Caisse de résonance dans le contexte du comité olympique, et la charte olympique, maintenant, en décembre, à l'automne 2023, a été amendée pour inclure le respect des droits fondamentaux. Alors ça, c'est un pas en avant significatif, parce que ça veut dire qu'est-ce qui définit les droits fondamentaux? C'est plus les acteurs du sport, ça c'est les acteurs publics qui doivent les définir. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver comment mettre en application ces droits fondamentaux. Et donc, par exemple, pour l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, il y a eu un accord entre le CIO et puis le Comité olympique français pour s'assurer que les droits fondamentaux de la personne humaine seraient garantis. Et puis, ça a été un fait très nouveau dans tout ce qui a été dans les documents de soumission du Comité olympique français pour être un candidat papable. Il y avait le respect des droits de l'homme qui devait être pris en compte. Donc on voit que c'est une perméabilité, mais c'est une perméabilité qui va rentrer dans des instruments contractuels, dans des instruments d'appel d'offres. Et puis ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais le trickle-down, c'est qu'on va essayer de pénétrer toutes les sphères de gouvernance pour s'assurer que les droits humains soient respectés. C'est une quête, et on espère qu'elle aboutira. Oui, c'est intéressant parce qu'il y a par exemple le droit du travail. On sait qu'un ancien syndicaliste, donc Bernard Thibault, a été nommé pour pouvoir vérifier justement que sur les chantiers des Jeux Olympiques de Paris, cette question du droit du travail était bien respectée. Donc on voit aussi que la multiplicité des acteurs nécessaires aujourd'hui à l'organisation de grandes compétitions sportives mêle un désir d'un public, justement, que ces compétitions sportives correspondent à une sorte de norme morale que l'on se donne. Donc il y a un public, il y a des États, il y a des fédérations internationales, il y a le Comité international olympique et des acteurs comme des syndicalistes ou d'autres qui sont mobilisés justement pour faire tout cela. C'est assez rare, j'imagine que cela se constitue autour d'un événement, les Jeux Olympiques de Paris par exemple, alors qu'au départ, on imagine que cela c'est quelque chose d'une construction de long terme, Laurence Boisson de Chazourne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y avait des pressions, donc ça a été fait par le Comité olympique, ça a été fait par les comités nationaux qui ont été candidats. La France a été sélectionnée, elle s'est dotée d'une charte éthique, et comme vous le dites, elle implique une pluralité d'acteurs pour s'assurer que ces droits soient respectés. Moi, je pense véritablement que c'est un modèle très intéressant.
parce que c'est ce qu'on pourrait appeler en langage juridique l'approche ascendante, c'est bottom-up. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les acteurs concernés puissent avoir leur mot à dire et puissent être engagés dans l'application et la vérification. Alors évidemment, là, on est véritablement dans l'expérimentation, hein, parce que c'est nouveau. Mais il me semble que ça, c'est un modèle intéressant qui pourra être reproduit, testé ailleurs. Est-ce que, Pierre Rondeau, en matière d'économie, puisque vous êtes spécialiste d'économie du sport, justement, ces grands événements internationaux, alors compétition internationale de football, Coupe du Monde ou Jeux Olympiques tels que nous les connaissons à Paris dans quelques semaines, est-ce que, justement, ces événements internationaux sont des moments de cristallisation d'une économie qui se transforme, qui se modifie, ou est-ce que c'est plus dans une durée moyenne, voire une durée plus longue, que cette économie du sport se met en place? Spécifiquement pour le cas de l'économie du sport, ou globalement sur toutes les strates de la société? Oui, sur toutes les strates de la société. Parce que, si vous voulez, je pense, et je travaille dans ce domaine, enfin je suis économiste du sport, donc c'est même pas plutôt paradoxal de le dire, mais je pense qu'on donne trop d'importance au sport. Pourquoi? En tout cas, non pas au sport, parce que le sport a des valeurs qui permettent de faire changer les choses, mais en tout cas le secteur sportif, le droit et l'application de ce droit sportif, comment dirais-je, la visibilité par des événements accordés, apportés à des mouvements, à des luttes sociales, environnementales, humaines et autres. Les conséquences, on parle aussi de retombées économiques, les retombées économiques d'une compétition comme les Jeux Olympiques, la création d'emplois, la création de valeur, la création de chiffre d'affaires, la création de croissance. Je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance au sport et que finalement, c'est qu'un épiphénomène par rapport au reste. Ça apporte des changements, et ça va en apporter pour le cas français, puisqu'il y a eu une évolution du droit du travail, il y a eu un renforcement de la protection, il y a eu un bouleversement des acquis à la fois sociaux, mais aussi environnementaux, ce qui est inédit pour le cas d'une compétition comme les Jeux Olympiques, qui veut et qui pourra, je l'espère, se présenter comme étant neutre d'un point de vue carbone. Mais c'est pas parce que ce sont les Jeux Olympiques que ça permet cette évolution. C'est parce que la France est un État de droit démocratique, avec un peuple souverain qui va exiger du changement et une évolution. C'est pas parce qu'on organise les JO que, de fait, on va s'imposer à avoir une neutralité carbone et on va s'imposer à régulariser les travailleurs sans papier, on va s'imposer à imposer une charte de protection des travailleurs. On le fait parce qu'on est la France. Et heureusement qu'on le fait parce qu'on est la France. Oui, quand on prend l'exemple, par exemple, du Qatar qui était cité, est-ce que ça fait une véritable différence? Justement, je précise et je cite bien évidemment le Qatar, où on a trop longtemps, et encore, je me rappelle à l'époque, parce que moi, j'avais boycotté la compétition et j'étais vent debout contre cette compétition qui avait lieu dans un pays grand comme la Corse pour accueillir autant de matchs dans une gabegie économique, environnementale et humaine, où on condamnait à mort les homosexuels, où on emprisonnait les opposants politiques, où on avait l'équivalent de millions et de millions de tonnes de CO2 émis pour une compétition d'un mois. Mais les partisans de ce mondial, politisés, pas les seuls fans de football, mais les partisans politisés, affichaient, annonçaient que grâce à la Coupe du Monde, grâce à la visibilité, grâce aux milliards de téléspectateurs qu'il y aura pendant l'événement, le Qatar changera. Et le Qatar pourra s'améliorer. Non. Non. Il y a eu beaucoup de reportages, notamment, je pense, un reportage du Times qui est venu quelques mois plus tard après l'événement, qui a constaté que les conditions des travailleurs n'avaient pas changé, qui a constaté que les stades étaient à l'abandon, qui a constaté que les stades étaient vides, qui a constaté que le droit du travail n'avait pas été changé et que rien n'a été fait. On a eu un moment, pendant le décembre 2022, pour le Qatar, où on a cru que les choses allaient pouvoir changer et on a espéré, peut-être aveuglement, encore plus parce que la France s'est retrouvée en finale, donc tout le monde a regardé ces matchs et tout le monde a regardé... je vous avoue que j'ai regardé la séance de tir au but. Tout ce que j'ai fait. Je me suis trahi. Et beaucoup de gens disaient oui, mais grâce à ça, voilà, le monde aura les yeux rivés sur le Qatar et comme ça, le football, le mondial permettront de faire changer les choses. Et vous avez un Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui a l'ambition folle d'un jour pouvoir avoir le prix Nobel de la paix, qui est persuadé que le football fait changer les choses. Mais c'est pas le football ou le sport qui fait changer les choses. C'est le peuple, le pays,
ces institutions, ces représentants, ces corps intermédiaires, mais je pense qu'on donne beaucoup trop d'importance au sport, et aller mettre les Jeux Olympiques en Corée du Nord ou à Cuba, ça ne va pas devenir des démocraties. Alors justement, on voit bien deux visions un peu différentes. Justement, une vision assez optimiste, celle de Laurence Boisson de Chazourne, qui dit que effectivement le sport fait évoluer le droit international. Celle de Pierre Rondeau, qui est un peu plus nuancée, voire un peu plus critique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela, Laurence Boisson de Chazourne, en particulier sur le fait que moi, il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, c'est l'existence de cette institution dans laquelle vous siégez, le tribunal arbitral du sport. Est-ce qu'il y a pour ce tribunal arbitral du sport une sorte d'ordre, vous parliez d'ordre particulier, on se disait que l'unification des tribunaux sur un même territoire était un acquis démocratique, une performance démocratique d'une certaine façon, et le tribunal arbitral du sport est singulier. Comment on établit justement la jurisprudence dans un tribunal comme celui-ci, et quel est son but d'ailleurs, Laurence Boisson de Chazourne? Alors, je vais parler du tribunal, mais je voudrais juste corriger. Je ne suis pas laudative sur le respect des droits fondamentaux, etc. Ce que je voulais dire, c'est que c'est un ordre juridique qui s'est développé, mais qui ne peut pas se détacher des valeurs environnantes. Oui. Alors après, qu'elles soient appliquées véritablement, et j'ai parlé des Jeux Olympiques, je n'ai pas parlé de la FIFA. La FIFA, c'est à mon avis un autre sujet. Mais pour le comité olympique, c'est quelque chose de très nouveau. Donc on va le tester. On le teste en France, on le testera en Italie, on le testera aux États-Unis et ailleurs après. Mais voilà, ça c'est de l'expérimentation. Mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est que il y a des questions d'ordre public international qui pénètrent plus ou moins, avec plus ou moins de vigueur. Alors maintenant, le règlement des différends, le TAS, c'est le tribunal du sport, il a été mis en place à partir des années 80, avec certaines modifications. C'est une procédure arbitrale, comme on peut en avoir dans d'autres domaines d'activité. Et là... Il faut préciser peut-être pour ceux qui nous écoutent, la procédure arbitrale est différente. Alors, de quelle manière de la procédure arbitrale, c'est l'idée que le tribunal arbitral qui va être constitué va être composé de 3 ou d'une personne, choisie par les parties. Et si les parties ne s'entendent pas ou ne choisissent pas un arbitre ou une arbitre, c'est les responsables du TAS qui nommeront cette personne. Donc c'est une justice qui est... ad hoc, flexible, avec des règles, et qui rend une décision qui est obligatoire. Mais elle n'est pas détachée de l'ordre juridique, puisque le TAS a son siège en Suisse, à Lausanne. Et donc, quand dans le droit, dans le règlement des différends, le droit n'est pas choisi, c'est le droit suisse qui trouve application. Et c'est le droit suisse et le droit international privé suisse. Et puis, si les parties ne sont pas satisfaites de la décision du tribunal arbitral, eh bien, ils peuvent porter plainte devant le tribunal fédéral suisse, donc la Cour suprême suisse, sur certaines bases. Mais il y a une possibilité d'un recours devant une juridiction suisse. Et puis, s'ils ne sont pas satisfaits, et ça s'est passé, ça se passe maintenant plus fréquemment, eh bien, ils peuvent aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme a aussi rendu des décisions dans le domaine de l'arbitrage du sport en disant finalement, cette procédure arbitrale, elle est intéressante peut-être, mais elle manque de transparence. Et donc, ça a été un incitatif pour le tribunal du sport à rendre sa procédure plus transparente. Que juge-t-on devant le tribunal arbitral du sport ? Alors, on juge de beaucoup de choses. En préparant cette séance, je lisais que finalement, même le contrat entre le CIO, le comité olympique, et puis le comité national français contient une clause de règlement des différends qui pourrait permettre à un tribunal arbitral du sport d'être compétent. Mais ça peut être les cas de dopage, ça c'est sûr. C'est aussi, moi j'ai pas mal siégé dans des affaires de mercado, donc c'est quand on doit changer d'équipe de football et qu'on le fait dans des conditions qui soi-disant ne sont pas appropriées selon les contrats, il peut y avoir des agents qui poursuivent les joueurs. Ce peut être
des tas de questions, la question d'un contrat commercial avec de valorisation avec un club de football, et puis les prestations ne sont pas remplies. Donc c'est vraiment toutes les questions, la pluralité des questions qui peuvent se poser en droit du sport, qui peuvent venir devant le tribunal du sport. Et les parties, c'est les associations sportives, c'est des clubs de foot, c'est les sportifs, etc. Donc en fait, là aussi, il y a toute la galaxie du sport. Prenons un exemple qui pourrait nous intéresser. Si un club international très important d'Espagne ne voulait pas laisser partir un très grand joueur français qui malheureusement a quitté la capitale française pour la capitale espagnole, est-ce que ça pourrait se retrouver devant le tribunal arbitral du sport, Laurence Boisson de Chazourne? Il faudrait que je regarde le contrat. Me semble-t-il, le contrat est enregistré auprès de la FIFA et les Jeux Olympiques ne sont pas directement... le calendrier de la FIFA n'est pas intégré dans le calendrier du CIO. Donc les joueurs sélectionnés pour l'équipe de France olympique le sont volontairement, mais ne sont pas issus d'un accord passé entre la FIFA et le CIO. Et donc ça veut dire qu'il y a... Qu'est-ce qu'il entend dans ce plaid, j'imagine au TAS, et Mbappé malheureusement perdrait s'il venait à... Ah oui, parce qu'on parlait de Kylian Mbappé, d'accord. Je suis désolé. Et donc justement, sur ces questions telles qu'elles sont exposées ici, est-ce qu'on peut dire que la masse d'argent qui s'investit dans les grands clubs internationaux, et en particulier les grands clubs internationaux de football, mais c'est vrai pour les États-Unis, pour les grands clubs de baseball, etc., ou pour le basket, est-ce que cette masse d'argent change la nature économique, pourrait-on dire, soit des régions, soit des villes, soit des pays dans lesquels elles s'exercent? Et qu'est-ce qu'on peut dire de cela, justement, sur cette... Vous disiez tout à l'heure, Pierre Rondeau, il ne faut pas prendre le sport pour autre chose que ce que c'est. Et est-ce que là, il y a quelque chose de particulier, c'est-à-dire un investissement massif en peu de temps sur une personne, un joueur, sur un club, une ville, etc., etc. Oui, et dans le même temps, et c'est vrai que en vous écoutant, je me suis fait la remarque et la réflexion, lorsqu'il y a un litige économico-sportif, si je puis dire, on va distinguer le TAS, le tribunal arbitral du sport, le tribunal arbitral du sport, on peut aller plaider, on peut aller porter une cause, une réclamation. Et on a aussi, parce que j'ai des exemples, dont un en particulier que beaucoup doivent connaître, c'est celui de football, on peut aller devant la CUJ, la Cour de justice de l'Union européenne, c'est l'arrêt Bosman. L'arrêt Bosman, je ne sais pas si certains d'entre vous... il faut le préciser, mais c'est un arrêt très important en termes, en tout cas, de droit des joueurs. Mais là, n'importe quel fan de foot, en théorie, doit connaître l'arrêt Bosman et doit même le vilipender en disant que c'est de sa faute si le championnat de France a perdu de toute sa puissance et de sa renommée dans les années 90. Laurence Boisson, c'est genre... Je vais juste dire quelque chose, c'est une note de bas de page, mais quand on parle de l'arbitrage, il faut qu'il y ait le consentement des deux parties qui soit établi. Donc voilà, il va falloir le vérifier. Et si vous pouvez l'admettre... Alors, il y a tout un problème, c'est que souvent les sportifs sont membres de fédérations qui elles-mêmes ont conclu des accords et il y a une clause de règlement de différence sans que quelquefois les sportifs se rendent compte qu'il y a cette clause de règlement de différence. Mais ce qu'il faut vous rappeler, c'est qu'il faut qu'il y ait ce consentement. Ça veut dire que il n'y a pas une compétence absolue pour toutes les questions de sport pour le TAS. Et il y a d'autres juridictions qui ont... C'est un règlement différent, le TAS, et c'est un règlement de litige. Et la Cour européenne de justice, comme vous l'avez dit, elle peut aussi avoir compétence pour des questions de sport. Je vous l'ai dit, la Cour européenne des droits de l'homme a aussi compétence pour des questions de sport. Non, parce que moi, ma réflexion était de considérer, ou peut-être naïvement, dans l'interprétation qu'on va se faire du droit, le droit qui interprète, le droit qui applique, parce que, pour expliquer ce qu'est l'arrêt Bosman, c'est la stricte application du droit à la concurrence des travailleurs dans l'espace européen. Autrement dit, c'est la suppression des quotas de joueurs étrangers dans les clubs européens et l'autorisation à ce que tous les joueurs de l'espace communautaire européen puissent librement circuler, aller de l'Espagne, alors j'allais dire l'Angleterre, il n'y a plus l'Angleterre parce qu'il y a le Brexit maintenant, mais en tout cas de l'Espagne à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, librement circuler. Avant l'arrêt Bosman en 95, il y avait des quotas de joueurs étrangers, vous aviez droit à 5 joueurs étrangers de l'espace communautaire et 3 joueurs extra-communautaires.
Maintenant, il n'y a plus de limite, ce qui provoque des clubs qui parfois n'ont aucun joueur national, aucun joueur formé localement, aucun joueur du pays considéré. Il n'y a que des joueurs étrangers via cette totale libéralisation, mais qui est tout simplement la stricte application du droit à la concurrence européen. Et je me pose la réflexion, peut-être que je me trompe totalement dans l'interprétation du droit et dans la conclusion à apporter à un litige, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, j'ai le sentiment, elle le fait notamment, on l'a vu via la Super League, elle va simplement retranscrire et lire le droit. Il y a des règlements, il y a des articles de loi, on les applique, point. Il y a la libre circulation des travailleurs et des agents qui est acté dans l'espace communautaire européen, dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est la libre circulation des travailleurs européens. Donc c'est normal que ça puisse être appliqué, stricte lecture juridique, dans le domaine du sport. N'importe quel joueur communautaire peut librement aller de club en club comme il le souhaite sans contrainte. Application du droit. Alors que parfois, inversement, dans l'interprétation, ça peut être aussi considéré que cela pourrait provoquer des inégalités. Ça se voit aujourd'hui avec l'arrêt Bosman. Il y a de profondes inégalités qui s'opèrent, puisque maintenant vous avez des super clubs qui ont les moyens de pouvoir capter les meilleurs joueurs européens et tous les autres. Avant 1995, le championnat de France avait une capacité à pouvoir remporter des titres européens, notamment Marseille, qui avait remporté la Ligue des Champions. Et Paris l'a remporté en 1996, mais c'était le tout début de l'arrêt Bosman, et il avait encore conservé des joueurs franco-français. Mais là où je veux en venir, c'est de croire, naïvement je le répète, que peut-être qu'au TAS, s'il y avait eu ce règlement de litige, le TAS aurait pu considérer que, dans le but de protéger l'équilibre compétitif, dans le but de protéger l'intensité compétitive, dans le but de protéger un modèle spécifique, dans le but de protéger les travailleurs, dans le but de protéger les clubs formateurs, dans le but de protéger les joueurs formés localement, il n'y aurait pas eu à appliquer l'arrêt Bosman. On aurait pu faire une spécificité européenne en disant, voilà, on maintient des quotas de formation pour assurer à ce que les clubs assurent la formation des jeunes, assurent leur apprentissage, assurent leur maintien, et qu'on n'ait pas aujourd'hui des actifs financiers. Pour répondre à notre question sur l'argent dans le sport ou dans le football, j'ai une appétence pour le foot, donc je m'excuse si je ne parle que de ça. Mais l'argent qu'on a aujourd'hui dans le football est aussi une des conséquences de l'arrêt Bosman. Les joueurs sont devenus des actifs qu'on va pouvoir maintenant échanger, vendre, acheter à des centaines de millions d'euros. C'est l'arrêt Bosman. Donc, est-ce que naïvement, le droit n'aurait pas pu aussi bouleverser la chose et acter, au contraire, une spécificité et une protection des joueurs? Et ça, effectivement, c'est une bonne question. Mais est-ce qu'on pouvait prévoir, au moment de l'arrêt Bosman, justement au milieu des années 90, est-ce qu'on pouvait prévoir... On peut prévoir que le libéralisme est le pire des modèles. Oui, ça c'est une des questions. Laurence des pires. Non, mais moi, je ne suis pas une spécialiste de cette affaire, mais ce que je pense, c'est qu'il y a un dialogue des juges et que la Cour de justice prend une décision qui peut peut-être frapper d'autres juridictions. Ces autres juridictions, elles vont prendre en compte cette décision. Et donc, il peut y avoir des ajustements qui peuvent se faire et ceux qui sont responsables de la réglementation peuvent le faire. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le pluralisme a beaucoup de valeur et de bienfaits. Et simplement, il faut qu'il joue son jeu pour chercher le meilleur ordonnancement possible. Mais est-ce que, justement, ce pluralisme peut jouer à plein ? Vous nous expliquiez, et c'était très intéressant au début de cette discussion, Laurence Boisson de Sajourne, qu'il y avait une multiplicité d'acteurs. Mais est-ce que le libéralisme ou le pluralisme peut jouer à plein quand certains des acteurs sont tellement prédominants que les autres ne peuvent pas tellement avoir voix au chapitre, d'une certaine manière. Le CIO, pour l'organisation des Jeux Olympiques, c'est tout de même l'endroit où il faut passer pour pouvoir tout organiser. Les grandes fédérations, la FIFA, donc la Fédération internationale de football et associations, donc dirigée par M. Infantino, c'est tout de même le lieu qui, d'une certaine manière, dirige tout le football mondial. Est-ce que cela, c'est possible, d'une certaine manière, de le tempérer pour y intégrer, comme vous le disiez tout à l'heure, des normes environnementales, pour y intégrer des normes de droits de l'homme, etc., etc.
Mais je pense que j'allais dire, c'est une entreprise, hein, parce que on les a laissés très longtemps seuls. Et donc, il y a maintenant cette idée que le droit de la concurrence, l'abus de position dominante, etc., c'est des notions importantes. Et c'est là où la Cour de justice de l'Union européenne, à mon avis, a rendu des décisions intéressantes. Ça ne veut pas dire que les mêmes décisions n'auraient pas pu être rendues par d'autres juridictions, mais ça va certainement être interrogé, plaidé devant d'autres juridictions. Alors ça, c'est des débuts, mais ça, c'est le rôle, c'est les juges. La réglementation en elle-même, dans le monde du sport, tel que je la vois, c'est beaucoup des engagements unilatéraux. Et ça, c'est quelque chose qui est particulier, je trouve. Expliquez-nous en droit. C'est-à-dire qu'on adopte une directive sur une question, on prend l'engagement de faire quelque chose. Et la grande question, c'est de se dire, mais finalement, quelle va être l'effectivité de cet engagement ? Comment est-ce qu'on va s'assurer que c'est mis en œuvre et que ça peut permettre que certaines valeurs soient respectées ? C'est à mon avis là où il y a une recherche à faire. Et ce n'est pas que dans le domaine du sport, c'est qu'il y a une tentation maintenant de vouloir s'engager, de faire ce qu'on appelle en anglais des commitments, mais sans qu'on sache très bien quels vont être les effets, comment ces effets vont être testés. Alors, mais comme je vous l'ai dit, c'est un ordre juridique particulier. Les conventions interétatiques, elles pourront peu dire sur cela, ou alors il faudra que les États veuillent véritablement négocier des traités internationaux. Et disons-le aussi franchement, les États, à l'heure actuelle, ne veulent plus négocier des traités internationaux, ou très peu. Donc, oui, parce qu'effectivement, on est dans une sorte de panne de l'engagement des États dans des grands traités internationaux, parce qu'effectivement, avec la remontée des conflictualités... Le multilatéralisme classique, il est quand même assez fragilisé à l'heure actuelle. Alors, il y a les lois nationales. Les lois nationales, elles jouent un rôle, et à mon avis, il faut véritablement porter son attention sur cela. Ça veut dire que moi, je n'ai pas vraiment suivi la question au Qatar, mais l'idée, c'était aussi que le droit interne de l'État change, parce que c'est ça le facteur de changement, c'est dans les sociétés. Et ça, c'est peut-être des pressions qu'on devra plus renforcer. Est-ce qu'on peut dire, Pierre Rondeau, que la question économique est liée aussi à la question des règles même du sport ? On a compris et on sait combien les évolutions réglementaires sur les terrains, que ce soit terrain de basket, terrain de football, terrain de rugby, les évolutions des règles justement pour les joueurs, sont dues aussi à l'arrivée dans les années 70 de la Mondiovision, à l'arrivée des réseaux sociaux dans les années 2000 et 2010, et que d'une certaine manière, on peut dire que la question des réglementations est perméable à la question de la spectacularisation dont vous nous parliez au tout début de cette discussion. Ah, mais c'est très intéressant de prendre effectivement le credo comme ça, ou de lier la réglementation, la fixation de règles, avec ce spectacle sportif et cette quête. La question qu'on peut se poser aussi au-delà de ça, qui est une parenthèse, c'est comment assurer la visibilité. Est-ce que c'est par le spectacle, par l'intensité compétitive, par le show, ou alors c'est uniquement par fidélité auprès d'un club qu'on continuera à suivre, même s'il joue très mal? Est-ce qu'il y a une corrélation entre jeu, beauté du geste, beauté du match, beauté de la confrontation, et résultats économiques, billetterie, droit TV, visibilité, marketing, sponsoring. Ou alors c'est juste le lien historique qui vous lie avec votre club de cœur, qui fait que de fait, même si vous êtes 15e de Ligue 1, où vous n'avez aucune médaille d'or aux Jeux Olympiques, vous continuerez à suivre ce club ou cet athlète parce que vous avez une appétence, un goût, un choix pour cette personne ou cette équipe. Il semblerait que le cas européen est plutôt tourné vers la considération de la fidélité. Les Américains sont plus, comment dirais-je, malléables et versatiles dans le supportering. On a d'ailleurs ce qu'on appelle des franchises et non pas des clubs. Le concept de franchise sur le sol nord-américain, ce sont des marques de sport qui peuvent librement se déplacer de ville en ville, un jour être à Los Angeles et par intérêt financier vont se retrouver à San Antonio, à New York ou à Chicago en fonction d'une offre de la ville dans un nouveau stade, d'une offre de la ville pour une marque, pour même le paiement d'un loyer, pour s'assurer la présence d'une franchise de NFL, de NHL, de MLS ou autre dans la ville en question. Donc les Américains sont effectivement tournés vers cet intérêt au spectacle.
Et donc pour assurer le spectacle, je répète, la draft, le salary cap, luxury tax, dotation égalitaire de droits TV, tout est fait pour que tout le monde puisse battre tout le monde. Qu'on ait une randomisation du champion et qu'on assure un traitement égalitaire entre tous les adversaires pour qu'il n'y ait pas, comme on l'a pour le cas français, le mastodonte Paris Saint-Germain et tous les autres. Et dans 9 cas sur 10, on sait d'avance qui sera champion de France et on sait d'avance que le PSG va littéralement marcher sur la Ligue 1 et battre ses adversaires. Sauf cas exceptionnels comme Monaco et Lille, et c'est moins, comment dirais-je, prégnant en Ligue des Champions. Mais les Américains, eux, voilà, considèrent qu'il faut assurer via la réglementation, donc j'ai dit draft, salary cap, luxury tax, dotation égalitaire de droits TV, via la réglementation, on va assurer, on va rechercher, parce qu'il peut y avoir la spectacularisation. Voilà, l'intensité, le spectacle via cette réglementation. Et ce qui est intéressant, c'est que on a tenté de le faire en France, et on tente de le faire en France. Et je fais le parallèle avec le droit, et le rôle du politique pour modifier le droit, pour modifier la loi, pour modifier le règlement. Je ne vais pas faire une brève histoire des droits TV dans le football français, encore le football, mais c'est pareil pour les Jeux Olympiques avec les droits TV. Les droits TV, avec l'arrivée de Canal+, dans les années 80, les droits TV ont bouleversé littéralement l'économie des clubs français de football. Au départ, ça valait 800 000 euros par an, c'était risible, et même les clubs étaient peu intéressés par l'arrivée des caméras dans les stades, s'imaginant que ça allait faire fuir les spectateurs de la billetterie. Enfin, fuir les spectateurs, donc la recette billetterie. Donc au départ, étaient sceptiques sur l'intérêt qu'avait Canal à diffuser le foot français. Mais progressivement, ils se sont rendus compte que, 1, les spectateurs restaient dans le stade, 2, il y en avait de nouveaux qui venaient via la visibilité du club à la télévision, ça attirait des nouveaux fans, donc des nouveaux consommateurs potentiels, ça attirait de l'audience pour Canal+, donc il y avait intérêt à surenchérir année après année pour que les droits TV augmentent. Il y avait un phénomène de vase communicant. Ça avait un intérêt pour Canal+ à fidéliser la clientèle des abonnés et pour les clubs à avoir de nouveaux consommateurs, de nouveaux fans, donc à augmenter leurs ressources budgétaires. Et donc progressivement, les clubs se sont rendus compte qu'il y avait un intérêt à négocier ces droits TV. Toujours, et on le voit aujourd'hui, ils veulent à tout prix négocier ces droits TV à plusieurs millions, centaines de millions d'euros. Et plus personne n'en veut, mais c'est un autre sujet. Et dans les années 2000, au début des années 2000, même la fin des années 90 avant, il y a eu une espèce de volonté de quelques clubs, le PSG, Marseille et Lens, à l'époque. Ces 3 clubs se sont dit, mais attendez, l'audience qui est apportée par Canal+, désolé s'il y a ici des supporters, c'est pas Sedan, c'est pas Guingamp, c'est pas Nîmes, c'est pas Lorient. Guingamp qui a pourtant été finaliste de la Coupe de France dans les années 70, j'ai été supporter à l'époque. Désolé. Mais ce qui fait l'audience pour Canal+, c'est Paris, c'est Marseille. À l'époque, c'était Lens, parce que Lens faisait partie de ce pool qui allait proposer quelque chose. Aujourd'hui, ça va être Lyon. Voilà, Paris, Lyon, Marseille. Vous avez Maxime Saada, le président de Canal+, le dit très bien. Aujourd'hui, la Ligue 1 française, c'est Paris, Lyon, Marseille. 2 millions de téléspectateurs. Tous les autres matchs, 15 000 téléspectateurs, 30 000 téléspectateurs. Mais Paris, Lyon, Marseille et tous les autres. Et donc ces clubs-là, à l'époque, fin des années 90, Paris, Marseille et Lens, se sont dit, mais dans ces cas-là, allons directement négocier ces droits TV avec les chaînes de télévision. Pourquoi devrions-nous mutualiser les droits et faire en sorte que c'est la LFP, la Ligue de football professionnel, qui irait vendre ces droits de retransmission aux chaînes de télévision, en l'occurrence Canal+, mais plus tard TPS, après Orange et après beIN Sport, et maintenant Amazon, et demain, personne ne le sait. Au lieu de passer par la LFP, allons directement négocier. Privatisation des droits TV, individualisation des droits TV, voilà, captation des droits TV. C'est le PSG qui irait seul dire combien Canal me paye pour diffuser uniquement les matchs du PSG. C'est Marseille qui viendrait en disant combien Canal me paye pour diffuser uniquement les matchs de l'Olympique de Marseille. Privatisation. Il y a eu une fronde de tous les autres clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à l'époque, et ça a été mené par le président de Sedan à l'époque. Une fronde de tous les autres clubs qui sont directement allés voir le politique, qui sont directement allés voir Jacques Chirac et son ministre des Sports de l'époque, on est en 2002-2003, Jean-François Lamour, et une loi a été votée.
La loi Lamour de 2004, elle impose la mutualisation des droits TV. Il y a une stricte interdiction de la privatisation de la captation individuelle, dans l'intérêt du spectacle pour le plus grand nombre. Vous disiez tout à l'heure quelque chose de très intéressant, Laurence Boisson de Chazourne, à savoir que le cas du dopage est un cas spécifique où justement les États se sont mêlés à la question du droit du sport en disant on a le droit d'aller y regarder, et non seulement d'aller y regarder, mais de débattre de cette question-là internationalement pour justement que, j'imagine, le sport soit partagé avec le moins de doutes possible sur la réalité des performances sportives. Vous pouvez développer ? Alors, il y a une convention internationale sur cela, mais moi je pense que les initiatives, elles sont venues du fait des pressions aussi, du CIO, de l'Agence mondiale contre le dopage, etc. Et il y a un code qui a été adopté. Vous vous rappelez aussi de toute la pratique de dopage systématique à Sochi, pour les Jeux olympiques de Sochi, où on s'en est rendu compte a posteriori. Il y a eu des commissions d'enquête qui ont été mises en place par le CIO pour dénoncer cela et montrer... À Sochi, c'était donc les Jeux qui étaient organisés. Sochi, c'était 2014. Ouais, c'était les Jeux d'hiver par la Russie. En Russie. Mais tout ça, c'est pour vous dire, et moi je pense qu'il n'y aura jamais que les États, parce que de toute façon, les États, ils ne peuvent pas agir seuls. Il faut aussi que les acteurs concernés par toutes ces questions soient partie prenante. Alors, dans le domaine du règlement des différends, c'est aussi très intéressant, parce que maintenant, le TAS a mis en place une structure arbitrale qui s'occupe des questions de dopage, et avec des arbitres qui sont qualifiés pour ces questions. Donc il y a un choix qui peut être fait parmi ces arbitres spécialisés. La question du dopage, il y a vraiment des questions de preuve qui sont difficiles, et donc il faut avoir cette connaissance. Et alors ça me permet aussi de rebondir, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est que le TAS, bon, il a son siège, et les arbitres en général siègent à Lausanne, mais ils peuvent siéger ailleurs. Mais pour les Jeux Olympiques, depuis les années 90, il y a une pratique particulière qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'il y a des chambres ad hoc du TAS qui sont créées pour chaque Jeux Olympiques, avec une dizaine d'arbitres qui sont choisis et qui vont statuer sur des questions qui ont trait au droit du sport aux Jeux Olympiques. Et depuis quelques années, eh bien, il a été décidé qu'il y aurait une structure particulière pour les cas de dopage. Donc, il y a 2 chambres ad hoc qui vont siéger à Paris et qui vont traiter des questions générales de qualification, etc., et puis des questions du dopage. Donc, c'est devenu, pour répondre à votre question, je pense que c'est devenu la grande question du droit du sport. Est-ce qu'on a réglé toutes les questions? J'en suis pas sûre, mais on tente véritablement... La question du dopage, vous voulez dire, c'est devenu la grande question. On tente véritablement d'utiliser tous les moyens. Et regardant un peu le statut des Russes dans le cadre des Jeux Olympiques à venir, je voyais aussi qu'il y a une technique de vérification du dopage qui a été mise en place particulièrement pour la Russie. Et les résultats, visiblement par les agences concernées, considèrent qu'ils sont satisfaisants, mais c'est très intrusif comme mécanisme. Donc ça montre que quand il y a de la volonté politique de toucher, de régler une question, on met les moyens en place, et les moyens sont mis à disposition. Et la question du dopage, ça peut avoir des conséquences économiques très importante, parce que c'est l'élimination ou la suspension pendant très longtemps. Pierre Rondeau, il y a cette question du dopage qui est très intéressante et justement qui rebondit sur le domaine économique. J'imagine que si un club ou une équipe, comme on en a connu de cyclisme par exemple, est condamné pour usage de dopants, eh bien d'un seul coup, à la fois ses sponsors fuient, l'économie en est bouleversée, et puis d'une certaine manière, elle doit disparaître des compétitions à venir. Est-ce que cela, c'est quelque chose d'aussi intéressant, justement, que le droit, par l'intermédiaire du dopage, pénètre dans le domaine sportif, mais il y a certaines compétitions dans lesquelles on ne voit pas beaucoup de contrôle. Certaines des matières sportives ou des disciplines sportives ne sont
pas aussi contrôlés que d'autres, etc., etc. Il y a l'appareil du droit et la définition de l'interdit du dopage, et de qu'est-ce qui est interdit. Et le droit va se charger de définir et de réglementer les pratiques licites et illicites. Et ensuite, l'application via directement les acteurs concernés. Effectivement, si vous avez des fédérations qui sont peu regardantes sur les contrôles et les vérifications sur la réglementation ou autre, oui, de fait, il y aura des cas de dopage. Et même la question qui se pose, c'est l'intérêt aussi des compétitions et des organisations pour le dopage afin d'assurer le spectacle. Voilà, quand on demande, je ne vais en aucun cas accuser directement les cyclistes du Tour de France, mais quand on apprécie, en tout cas quand le téléspectateur demande des étapes de montagne avec des cols hors catégorie à n'en plus finir, 3, 4, 5 cols aux Pyrénées ou aux Alpes, forcément, l'œil humain se dit, comment faites-vous pour être aussi bon en ayant enchaîné autant d'Alpe d'Huez à la suite. Mais là, je pose la question sur voilà, je rappelle que la devise olympique, c'est plus vite, plus haut, plus fort. On en demande sans cesse de battre des records. Et ensemble, maintenant. Ensemble. C'est vrai qu'il y a ça qui a été rajouté, donc ça change tout. Mais c'est peut-être ce paradoxe qu'il y aurait entre à la fois vouloir, et à raison d'ailleurs, interdire les pratiques dopantes et la triche, et derrière chercher à ce que sans cesse les performances s'améliorent, les athlètes en fassent de plus en plus. J'ai encore parlé de foot, j'en suis désolé, mais le prochain mondial, on passe de 32 nations à 48 nations. L'année prochaine, la FIFA a créé la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes. On rajoute sans cesse des matchs. La prochaine Ligue des Champions à la saison prochaine, c'est 36 clubs contre 32 aujourd'hui. On en rajoute en permanence. Alors oui, le public aime bien, regarde et on regardera très certainement. Mais allez derrière dire aux joueurs, dorénavant, vous devez jouer 70 matchs par an avec la même intensité à chaque fois. Allez dire à des cyclistes, dorénavant, vous devez faire le Tour d'Espagne, le Tour de France, le Tour d'Italie avec 7 étapes de montagne, avec 45 cols hors catégorie. Et en plus, il faut être bon. Allez leur dire ça. Et en plus, alors heureusement, hein, il faut interdire le dopage. Au bout d'un moment, on est coincé. Mais c'est la question de la spectacularisation que vous nous aviez décrit au départ pour donc, les États-Unis. Laurence Boisson-Chazon, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais rebondir sur cette idée de toujours plus. Toujours plus grand, toujours plus de sport, plus de compétition. Et c'est intéressant parce que donc le CIO et le Comité national français ont pris des engagements en matière de protection de l'environnement, question de compensation carbone, question de construire avec du matériau recyclé, électricité renouvelable, transport propre, etc. Et certainement, il y a énormément d'efforts qui sont faits sur cela. Mais il y a des propos critiques sur le net qui disent, mais finalement... Mais est-ce qu'on ne peut pas remettre en question même le concept du toujours plus grand et du toujours plus ? Est-ce qu'on ne peut pas maintenant, du fait des nécessités environnementales, penser plus petit ? Et oui, d'une autre manière, ou peut-être des Jeux Olympiques, il y avait cette idée qui m'a plu, c'est de dire finalement pourquoi pas des Jeux Olympiques dans plusieurs villes ? Parce que ça serait moins d'implantation et peut-être moins de production carbone, etc. Donc c'est ça, c'est aussi ça, c'est que on est dans une logique de modèle qu'on aime bien tous, parce qu'on est tous acteurs de cela. Mais est-ce qu'on ne doit pas repenser ce modèle ? Vous avez raison, on est tous acteurs de ça, vous avez totalement raison. Donc on le cautionne indirectement. On le cautionne et voilà, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, les prochaines compétitions. Là, on parle des Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes françaises en 2030. Voilà, est-ce qu'il y aura de la neige ? On est acteur de ce système. Il existe parce qu'on le fait vivre, on le regarde. On est acteur de ce système, mais tout de même, on en avait parlé dans d'autres tables rondes et d'autres dialogues organisés ici au Collège de France, tous les sports ne sont pas égaux. On a bien compris que tous les sportifs n'étaient pas égaux, mais tous les sports ne sont pas égaux. Ce que vous avez prouvé par cette discussion avec nous, c'est que le football, c'est beaucoup plus important que tous les autres sports. Alors, disons, accessoirement, aux États-Unis, le football américain, d'autres sports dans d'autres espaces géographiques, le cricket en Inde ou dans les anciennes colonies britanniques. Mais tout de même, il y a, disons, quelques sports qui prédominent et les autres qui suivent, et peut-être aussi les investissements sportifs ne suivent pas justement à la même hauteur les uns et les autres.
discipline par discipline, je vous rejoins, et c'est vrai que voilà, on ne peut pas comparer le football, le basket avec le curling ou la pétanque. Malgré tout, vous avez les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est pluridisciplinaire. Alors je ne sais pas précisément combien y a-t-il de disciplines. Et c'est peut-être une des seules compétitions sportives où le football n'est pas prioritaire. Parce qu'il y a eu un conflit historique entre la FIFA et le CIO. Effectivement, on a relégué le football. Et même moi, je serais partisan à ce qu'il soit carrément supprimé des Jeux Olympiques et qu'on ait une scission entre le CIO et la FIFA, et donc les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a des différences parce que marché, parce que visibilité, parce que spectacle, parce qu'intérêt. Demain, si on se prend de passion pour le curling, les droits TV sont vendus à 1 milliard. Hein. C'est vrai. C'est juste parce qu'on aime le foot, on aime le rugby, on aime le tennis, donc les droits TV sont colossaux, les contrats sponsoring sont importants. Quand on rappelle que j'ai vu ce chiffre pour Tokyo 2021 à la télévision. Pour la cérémonie d'ouverture, il y a eu 3 milliards de téléspectateurs en cumulé. Des gens regardaient 5 minutes, c'est comptabilisé. Donc au total, en cumulé, 3 milliards de téléspectateurs. Donc la moitié de l'humanité s'est intéressée aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Ce sera le cas aussi pour Paris en 2024. Donc là, dans quelques semaines. Avec qui, on verra. Mais voilà, donc c'est même pas une question des sports plus que d'autres. C'est aussi cette communauté, cette fraternité, cette union populaire et collective qui est mondiale. Et mondiale, forcément, elle génère des retombées financières, des profits mondiaux, des profits pour des particuliers, notamment pour le CIO qui va redistribuer derrière, des budgets colossaux, une dette importante et un investissement public important. Un investissement, je ne parle pas de dépenses jetées par les fenêtres, mais voilà, c'est parce qu'on parle des Jeux Olympiques qui sont la première compétition sportive au monde. Laurence Boisson-Chazourne, pour rajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit par Pierre Rondeau. Parce que on en a parlé de cette taille, du gigantisme et à mon avis de la nécessité de réfléchir, et notamment pour ce qui sera des Jeux d'hiver. Hein. Et d'ailleurs, les comités nationaux qui se préparent, ils pensent à... Non, mais j'étais en train de penser, je me disais, c'est les Jeux mondiaux, et en même temps, ils sont partagés, traversés par les rivalités géopolitiques. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est tellement important les Jeux Olympiques que c'est aussi... le siège des rivalités géopolitiques. Et donc, dans ce contexte particulier des Jeux Olympiques de Paris, vous aurez des athlètes russes et bélarusses qui vont concourir. Ils ont été sélectionnés, ils sont très peu nombreux, comme athlètes individuels neutres. Du fait de la guerre, de l'agression, et puis aussi du fait que le comité national, le comité olympique russe a été suspendu puisqu'il avait considéré qu'il pouvait prendre des athlètes qui étaient des athlètes dans des régions contrôlées par la Russie. Alors tout ça, c'est pour vous montrer que c'est un enjeu beaucoup plus qu'économique. Et c'est ça que je trouve aussi très intéressant, c'est que c'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi beaucoup de visibilité. Alors, ça sera traversé par cela, et ça a été décidé pour ces athlètes, mais certainement, il y aura d'autres soubresauts géopolitiques qui vont prendre place. On ne sait pas très bien comment, mais je pense que c'est une vitrine incroyable pour cela. Et cette interpénétration dont vous avez parlé entre droit privé, droit public, droit des associations, etc., d'une certaine manière, vous la voyez évoluer comment, Laurence Boisson-Chazourne ? C'est-à-dire que vous nous dites ça progresse, ça change, ça évolue. Vous voyez cette évolution allant vers quoi ? Plus de privé, plus d'intégration des États, comme vous nous disiez, qui progressivement pourraient s'intéresser plus à ces questions des réglementations internationales. Enfin, il y a une tendance. Et quelle est-elle, cette tendance ? La tendance, à mon avis, c'est que les États vont mettre de plus en plus, placer leur intérêt dans ces questions, mais ils le feront d'une manière particulière. Hein. Je trouve aussi dommage que finalement les grandes enceintes internationales comme les Nations Unies,
n'ait pas beaucoup de voix dans tout cela. Il y a une résolution systématique adoptée sur la trêve olympique. Elle a été adoptée à l'automne 2023. Mais est-ce que finalement les Nations Unies ne pourraient pas rappeler aussi, avoir quelque chose à dire sur ces questions de Jeux olympiques, leur signification? Je pense aussi que les droits nationaux doivent se consolider. Et puis, mais je crois aussi beaucoup à l'autoréglementation. Et donc, il faut que les fédérations sportives internationales et les autres associations s'autorégulent. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un compas, il faut qu'il y ait un guide. Et la question véritablement pour moi, c'est qui va être le compas ou le guide? Et pour vous, Pierre Rondeau, qu'est-ce qu'on peut dire de ces évolutions économiques du sport et vers quoi va-t-on? Est-ce que c'est pour plus de privatisation, plus d'argent mis dans le sport? Dans un article que vous avez écrit il y a peu de temps, vous disiez plus de 160% de dépassement en moyenne depuis 40 ans pour les JO, ils excèdent 10 à 15 milliards d'euros de budget. À Pékin, c'était 32 milliards. À Rio, c'était 36 milliards. Est-ce que c'est cela l'économie du sport aujourd'hui, c'est-à-dire une économie toujours croissante, avec toujours plus de dépenses pour pouvoir justifier les manifestations sportives? Alors, il y a plusieurs points à prendre en considération. Et si on peut, d'un côté, considérer les Jeux Olympiques et de l'autre, les compétitions nationales ou internationales et continentales, type Ligue des Champions, type championnat de football ou de rugby ou autre. Je pense pour le cas olympique et des JO, Paris va être un test, je dirais, de ce que pourraient être les futurs Jeux Olympiques, en tout cas les prochains. Pendant trop longtemps, vous avez raison, on l'a rappelé, pendant trop longtemps, il y a eu une gabegie financière. Pendant trop longtemps, des années 80-90, les États ont dépensé sans compter, à des fins géopolitiques, à des fins réputationnelles. Le but était de montrer au monde sa grandeur, donc quitte à dépenser plus que raison, et on faisait n'importe quoi. Et voilà, Pékin, la Chine avait dépensé plus de 32 milliards pour avoir ces Jeux Olympiques. Rio, pareil, pour les Jeux Olympiques 2016, avait dépensé plus que raison pour que le monde entier voit à quel point le Brésil sortait de sa considération, de sa condition de pays en développement, un pays véritablement développé. Donc il y a eu beaucoup trop, je dirais, de gabegie et de dépenses ubuesques. Et puisque les gens constatent, et on le voit, on n'est pas dupe, le peuple a commencé à crier. On l'a vu d'ailleurs au Brésil, il y a eu des émeutes, il y a eu des critiques. Les gens ont commencé à dire « Mais attendez, on ne veut plus que vous dépensiez autant d'argent pour 2 semaines de compétition et après vous laissiez des infrastructures abandonnées. » On l'a vu à Athènes, on l'a vu à Pékin, on voit ce qu'on appelle... On l'a vu à Sochi. Et à Sochi aussi, bien sûr, pour les Jeux d'hiver. Ce qu'on appelle des éléphants blancs. Des éléphants blancs, c'est des infrastructures sportives qu'on va construire pendant un événement. Et une fois l'événement terminé, elles sont abandonnées. On l'a vu aussi pour la Coupe du Monde de football au Brésil en 2014. Notamment, il y avait un stade qui était fait dans une ville en pleine forêt amazonienne sans club de foot. Ils se sont dit, tiens, on va faire un stade de 60 000 places dans une ville qui n'a pas de club de foot. Voilà, vous avez un stade vide aujourd'hui de 60 000 places. Il fallait créer un club de foot. Vous me direz, c'est pareil pour le Stade de France, mais bon. Et donc, le peuple a commencé à dire, mais non, trop, c'est trop. Et on l'a vu, c'est très intéressant pour le cas 2024. On a eu les Jeux en 2024 parce qu'on était les seuls candidats. Voilà, facile de remporter. Hein. Facile de voir Anne Hidalgo se réjouir de la... On était les seuls candidats. Pourquoi on était les seuls? Parce que vous aviez Rome, Budapest, Boston et Hambourg, candidats, qui se sont tous désistés après des référendums, après des succès ou échecs électoraux. Je pense notamment pour Rome. Rome, vous aviez des municipales et le parti 5 étoiles italien avait fait sa campagne en disant « Si vous votez pour nous, on arrête la candidature olympique ». Ils ont remporté la mairie, ils ont arrêté la candidature. Budapest, référendum populaire, non, on ne veut pas les Jeux. Boston, sondage populaire, non, on ne veut pas les Jeux. On arrête. Le peuple dit non. Donc, de plus en plus, donc Paris, lui, non, nous on veut y aller, on est prêt à les faire. Et donc, ils l'ont eu. Mais le CIO, la FIFA, je suis plus critique et plus sceptique. On verra, mais la FIFA, c'est quand même, voilà, c'est plus critiquable. Mais le CIO, ils se rendent compte que si on continue cette gabegie, ce grand n'importe quoi économique, financier et environnemental, à terme, il n'y aura plus que l'Arabie Saoudite candidate.
parce que ça coûte cher pour pas grand-chose. Je parle de la FIFA rapidement. La FIFA, eux, ils s'en foutent littéralement. La FIFA, c'est Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2036, 2030. 2030, attention les yeux. Paraguay, Argentine, Uruguay, Maroc, Portugal, Espagne. Voilà. Des petits déplacements en avion comme ça pour s'amuser. L'Atlantique n'existe plus, quoi. Alors, c'est... Et 2034, Arabie Saoudite. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Pierre Rondeau, donc professeur d'économie à la Sports Management School, directeur de l'Observatoire du sport, Fondation Jean Jaurès. Et merci à vous, Laurence Boisson de Chazourne, professeur de droit international à l'Université de Genève et professeur invité au Collège de France. C'était en 2022-2023. Et arbitre également, on a bien compris cela, vous l'avez bien développé auprès du tribunal arbitral du sport et membre de la chambre du tribunal arbitral du sport aux Jeux Olympiques de Corée en 2018. Est-ce que vous voulez nous poser quelques questions à nos deux invités pour ce soir? J'ai une main qui se lève devant, j'ai une main qui se lève ici, j'ai une main qui se lève ici, j'ai une main qui se lève ici. Il y a déjà 4 questions. Monsieur avec le pull rouge devant, et puis ensuite on va faire tourner la parole. Allez-y.